Bonsoir à tous. 563 interpellations, 2 morts, un policier dans le coma. Qui est responsable du chaos qui a suivi la magnifique victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Bruno Retailleau a-t-il failli, notamment en parlant de barbares? Bienvenue dans cette nouvelle édition du club Le Figaro Politique. On reviendra aussi sur le sondage Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro. 82% des Français estiment que le macronisme est un échec. On reviendra enfin sur le casse-tête chinois de François Bayrou. Comment établir un budget sans être censuré? Pour répondre à la question, vous avez moins d'1 heure. Bienvenue sur le Figaro TV. Bonjour Pascal Perrineau. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. J'insiste sur un fait à chaque fois que je vous vois, mais il faut le faire, il faut le lire. C'est le goût de la politique. Ce sont vos livres de mémoire et qui sont parus chez Odile Jacob et qui sont très riches d'enseignements. On ne le dira jamais assez. Il faut lire tous les articles également de Julie Ruiz. Bonjour, vous êtes journaliste au Figaro Économie, en particulier celui que vous préparez. On revient d'ailleurs dans les prochaines heures dans le Figaro sur l'impossible équation budgétaire de François Bayrou. On va en reparler. Bonjour Loris Boischaud. Bonjour. Vous suivez la majorité, notamment au service politique du Figaro. Vous suivez également les Outre-mer. Vous êtes un des plus fins spécialistes que je connaisse, notamment sur la question néo-calédonienne. Alors, on n'y reviendra pas ce soir, mais ne vous inquiétez pas. Peut-être, je suis sûr que vous allez me donner un petit peu des nouvelles du Caillou, quand même, quelque part. Bonjour, Jeanne Timsit. Bonsoir. On va peut-être commencer avec vous, et en tout cas avec le sujet que vous abordez dans le Figaro de ce lundi, notamment la polémique autour des impressionnantes scènes de violence observées depuis 22h15 ce samedi. C'était la mi-temps lors du match PSG-Inter de Milan. Eh bien, sans attendre le score final, sans attendre le magnifique sacre du non moins magnifique Paris Saint-Germain, les violences éclataient dans les rues de Paris, scènes qui ont inspiré ces propos à Bruno Retailleau. Ceux qui, hier soir, je le dis, sans mâcher mes mots, ont gâché cette belle fête sportive, ce sont des barbares. Oui, ce sont des barbares. La barbarie, vous voyez, c'est quand tout devient prétexte à la violence. La barbarie, c'est quand tout devient prétexte au plaisir, au désir désinhibé de la destruction et du pillage. Oui, c'est cela la barbarie. Comme le dit le dictionnaire, c'est quand on est décivilisé. C'est un manque de civilisation. Présent sur les lieux, en tout cas dans les rues de Paris, le député insoumis Antoine Léaumont attaquait, le ministre de l'Intérieur sur les réseaux sociaux. Vidéo. Toute la fumée que vous voyez là, c'est des lacrymos. C'est irrespirable. À chaque fois, ça provoque des mouvements de foule, c'est très dangereux. Voilà ce que fait M. Retailleau en guise de maintien de l'ordre. Empêcher les gens de venir aux Champs-Élysées juste célébrer une victoire. Et après, il va aller se plaindre sur les plateaux télé du fait qu'il y a des mouvements de foule. Jeanne Timsit, cette vidéo a été postée, à ma connaissance, bien avant que Bruno Retailleau ait tenu ses propos. En fait, Antoine Léaumont a été le premier à tirer, si j'ose dire. Ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement, ce match, cette finale qui a été suivie par plusieurs millions de Français, est devenu un objet politique. C'est-à-dire que Bruno Retailleau a assez rapidement parlé sur ses réseaux sociaux de barbares, puisque le match n'était même pas terminé, qu'il y avait déjà des débordements et des violences à Paris et plusieurs dizaines d'interpellations. Et ce mot barbare a rapidement fait bondir toute une partie de la gauche et notamment fait les insoumis. Notamment, je pense à Antoine Léaumont qui a publié cette vidéo dans la nuit de samedi à dimanche vers 1h du matin. Et il y a tout de suite eu, comme le dit très bien notre éditorialiste maison Guillaume Tabar, une inversion accusatoire, c'est-à-dire que
ils condamnent dans les mots les violences, mais ils prennent beaucoup plus le parti, ou en tout cas, ils trouvent des excuses aux fauteurs de troubles et beaucoup moins à ceux qui tentent de maintenir l'ordre dans les rues de Paris. Pascal Perrineau, n'y a-t-il pas aussi un chaos à l'intérieur de la communication des Insoumis entre ceux qui, comme Antoine Léaumont, reprochent à Bruno Retailleau d'avoir envoyé la troupe, finalement, d'avoir envoyé les forces de l'ordre à réprimer, et ceux qui accusent Bruno Retailleau de ne pas avoir été à la hauteur? Mais à chaque fois que vous avez ce type d'événement, on a un effet stéréo délétère. C'est toujours le même. Du côté de LFI, il y a ceux qui vous expliquent que les voyous, en fait, sont animés de bonnes intentions et que c'est la police qui les provoque, ce qui est la base là. Alors ça, c'est ce que fait Antoine Léaumont, mais John Timsit, c'est pas comme ça que communique, par exemple, Éric Coquerel. Il dit Retailleau n'a pas été à la hauteur, finalement. De un, n'a pas été à la hauteur, et de deux, ils insistent beaucoup, autant Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, que Éric Coquerel, ils insistent beaucoup sur le mot barbare, qui, selon eux, je cite, déshumanise une partie de la population française et aurait, toujours selon eux, des relents racistes. Donc c'est vrai qu'il y a un match Retailleau-LFI qui vit depuis plusieurs mois, mais qui là s'est à nouveau réveillé ces dernières heures. Et alors face à LFI, de l'autre côté, vous avez le Rassemblement national qui est à la recherche, bien sûr, de sa légitimité gouvernante, qui dit le ministre de l'Intérieur n'en a pas fait assez, il n'a pas mis suffisamment de troupes dans la rue. On va revenir sur ça. C'est le scénario habituel. Non, ce qui est affligeant, c'est de voir que tout de même des députés, des représentants de la République n'arrivent pas à nommer ce qui est inadmissible. C'est-à-dire des gens qui descendent à l'occasion, pourquoi pas, fêter la victoire du PSG, pourquoi pas, mais qui utilisent cette victoire pour casser les magasins, agresser les gens, brûler des voitures, ce qui a été le cas. Entre 500 et 600 interpellations, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que les désordres ont été majeurs. Et que le président de la commission des finances, tout de même, qui était LFI, n'arrive pas à dire les choses, c'est ça ce qui exaspère les Français. C'est un désastre pour les commerçants, ce qui s'est passé ce week-end, et ce qui s'est passé non seulement samedi soir, et ce qui s'est passé également dimanche. Oui. Alors, malheureusement, sur les Champs-Élysées, je pense que les assureurs des commerçants commencent à être habitués à faire face à ce genre de situation. Je ne connais pas les contrats d'assurance de tous les commerçants des Champs-Élysées, mais je pense que oui, et j'espère en tout cas qu'ils pourront, encore une fois, comme ça a été le cas par le passé, je pense aux Gilets jaunes, etc., trouver du soutien du côté de l'État, parce que effectivement, si le PSG gagne, et si par ailleurs il y a des casseurs, et quoi qu'on pense de la prise en compte ou du dispositif des forces de l'ordre, ça ne concerne pas vraiment les commerçants qui n'y sont pour rien, donc j'espère là-dessus qu'ils trouveront du soutien. Mais la question aussi que pose ce genre de manifestation, qui au final est une manifestation de joie, et je pense que tout le monde aimerait que tout le monde puisse aller sur les Champs-Élysées pour chanter, et c'est la question de pourquoi systématiquement on a de la casse et comment faire pour efficacement protéger, je pense aux Champs-Élysées parce que c'est vraiment le symbole, cette espèce de joyau touristique pour Paris, quoi. C'est l'un des autres aspects, je vous donne la parole juste après, mais un autre aspect de la polémique que vous avez abordé tout à l'heure, Pascal, parce que dans un premier temps, le préfet de police de Paris avait annoncé craindre des débordements en cas de défaite du PSG. Le PSG a gagné. Il y a eu néanmoins des débordements. Voici son commentaire. C'est un échec dans la mesure où l'objectif, moi je m'étais fixé comme objectif qu'on évite les pillages. Et il y en a eu. Il y en a eu notamment sur les Champs-Élysées. Et il y a un mort. Mais attention,
Donc, je pèse mes mots. Évidemment, je ne voulais pas qu'il y ait de pillage. Il y en a eu. Bon, donc c'est évidemment pas une bonne chose. Donc ce matin, vous dites que c'est un échec, on s'est trompé. On ne peut pas dire que c'est un fiasco sécuritaire quand vous avez autant d'interpellations d'individus qui ont commis des pillages, des violences. Voilà, dans le magasin de chaussures de sport qui a été pillé, au total, il y aura eu 39 interpellations. Dans un autre magasin, chez un concessionnaire de motos en haut de l'avenue de la Grande Armée, où il y a un certain nombre d'individus qui sont rentrés, il y a eu 11 interpellations. Voilà, donc on ne peut pas parler d'échec total. On ne peut pas parler pour Laurent Nunez d'échec total. Il répondait ainsi indirectement aux accusations lancées par le Rassemblement national. Le PSG gagne et les Français perdent. C'est-à-dire qu'ici, les Français, les Parisiens, les commerçants, les habitants des grandes métropoles, parce que c'est souvent dans les grandes métropoles qu'il y a plus que des débordements, eh bien, prennent cher. 2 morts dans notre pays, 2 morts un soir de victoire. Jordan Bardella parle d'un fiasco. Bah évidemment. Enfin, je veux dire, quand on voit le bilan, quand on voit les voitures brûlées, quand on voit le périphérique envahi, quand on voit les magasins Foot Locker et Maison du Monde sur les Champs-Élysées pillés, 2 morts, des piétons et des personnes fauchées. Enfin, je veux dire, d'un fiasco, mais la responsabilité sur le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. En fait, vous reprenez ces termes. Ça sert à quoi d'avoir Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur? Qu'est-ce que ça a changé? La situation est presque pire même que ce que nous avons connu il y a quelques semaines. Est-ce que le ministre de l'Intérieur ne ressort pas quand même affaibli de cette séquence avec les choix ? C'est de fait un boulevard pour le Rassemblement national, puisque cette situation, avec Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, nourrit l'argumentaire déployé par Marine Le Pen, Jordan Bardella et leurs troupes depuis septembre, nomination de Bruno Retailleau, qui est que les mots sont fermes, le verbe est haut, mais que les actes ne suivent pas. Et donc c'est pourquoi on a entendu tout le week-end, tout dimanche, le Rassemblement national se saisir de ces images violentes pour pointer du doigt le ministre de l'Intérieur, avec une nouvelle donne depuis quelques jours, le fait qu'il est maintenant chef du parti Les Républicains, élu haut la main face à Laurent Wauquiez, et que dans ces conditions, il est désormais le représentant du principal parti de la droite française et crédité d'ambitions présidentielles désormais et d'intentions de vote qui sont, dans certains instituts de sondage, au-delà des 10% d'intentions de vote. Donc le Rassemblement national se sert aisément de cette situation pour déstabiliser et affaiblir le ministre de l'Intérieur, pour qui c'est évidemment un test. Chaque événement comme celui-ci risque de l'affaiblir. Pascal Perrineau. Oui, en effet, depuis que Bruno Retailleau est devenu patron de LR, et surtout depuis que Bruno Retailleau ne cesse de monter dans les intentions de vote, et constitue de fait un danger pour le Rassemblement national, parce que dans l'espace des droites, il n'y avait aucun candidat efficace jusqu'à maintenant pour contrer la dynamique électorale du Rassemblement national. Et le Rassemblement national ne se trompe pas. Avec Retailleau, ils ont au fond ce qu'a été Nicolas Sarkozy en 2007. Et souvenons-nous, Nicolas Sarkozy avait taillé des croupières au Rassemblement national. Donc ils veulent à tout prix éviter cela. Ils vont accuser Bruno Retailleau de tout et du contraire de tout. C'est simple pour eux. C'est ce qu'ils ont commencé à faire ? Mais bien sûr. C'est simple pour eux, parce qu'ils n'ont jamais exercé quelque responsabilité que ce soit. Ils ne contrôlent aucune grande ville, ils ne contrôlent aucune région, ils ne contrôlent aucun département. Et bien sûr, ils n'ont jamais contrôlé un département ministériel. Donc toutes les vannes sont ouvertes. On voit leur attitude sur la réforme des retraites, aller à 60 ans. Excusez-moi, mais je crois qu'on peut qualifier ça de position un peu démagogique. C'est très efficace quand vous n'avez jamais exercé une responsabilité. Néanmoins, les questions qui sont posées, quels que soient les reproches qui sont faits par les uns et les autres, en tous les cas, n'y a-t-il pas un autre problème ? Il y a une semaine, l'Union Bordeaux-Bègles remporte la Champions Cup en rugby, donc qui est l'équivalent de ce qu'a gagné le PSG en foot. 0 mort, 0 blessé, 0 dégâts, 0 interpellation, malgré des altercations sur le stade. Samedi soir, le PSG s'impose, je répète, 563 interpellations, 2 morts, un policier dans le coma. De quoi cette violence est le nom ? Alors,
Si vous voulez, on sait très bien qu'à l'occasion de ce type d'événement dans une grande agglomération, là c'était le PSG, l'équipe parisienne, l'équipe derrière laquelle beaucoup de jeunes franciliens se retrouvent peu ou prou. Ils ont leur leader adoré. Vous avez vu tout à l'heure celui qui disait « Ah, moi, c'est mon chéri, c'est Hakimi, voilà, et je me suis retrouvé dans Hakimi, etc. » Vous avez à cette occasion toute une série de bandes. Alors qualifions-les, pour certains de barbares, pour d'autres de voyous, pour d'autres d'abrutis, on pourrait utiliser comme ça un florilège de termes, qui en profitent pour faire de la délinquance. Ils viennent faire leurs courses. Ils viennent faire leurs courses. Ces jeunes qui ont cassé cette boutique de chaussures de sport. Vous voyez l'importance pour les jeunes d'arborer telle ou telle chaussure de sport, de marque, etc. Eh bien, ils viennent faire leur marché sur les Champs-Élysées. Et là, ils venaient faire leur marché. Après la chaussure, pourquoi pas s'attaquer à un magasin de moto et comme ça repartir avec tout ce qu'il faut pour aller frimer dans tel ou tel quartier auprès des copains. Hélas, cette délinquance d'appropriation, comme on dit, est quelque chose d'assez ancien. D'assez ancien, une question sensible, une question tabou. Je sais que quand on l'aborde, ça suscite toujours la polémique, mais est-ce qu'il n'y a pas un effet d'immigration ? Oui, il peut y avoir un effet d'immigration, mais enfin vous aviez tout à l'heure sur le reportage qui nous a été présenté de nombreux immigrés qui se réjouissaient, on le voyait, de se retrouver positivement derrière tel ou tel joueur français mais d'origine maghrébine ou français d'origine africaine. Et puis vous en avez d'autres qui n'ont pas du tout cette joie pacificatrice, ces passions heureuses que sont le fait de se réjouir pour une équipe et qui sont dans le registre des passions tristes, c'est-à-dire la destruction. Et le ministre de l'Intérieur tout à l'heure avait raison de dire, quand on définit ce qu'est un barbare, c'est celui qui a une fascination pour la violence et la destruction. Parmi les jeunes qui ont été interpellés, il y a des gens qui ont une fascination pour la violence et la violence pour la destruction. Emmanuel Macron a-t-il fait le service minimum ? Emmanuel Macron a réagi hier en fin de journée en recevant les joueurs à l'Élysée. Il a qualifié les violences d'inacceptables, alors même qu'on sait que l'OM est son club de cœur. Donc il a réagi hier. Le ministre de l'Intérieur a rapidement communiqué. Celui qu'on n'a pas entendu sur le sujet, c'est le Premier ministre François Bayrou, qui est tout à sa volonté de laisser son ministre de l'Intérieur en première ligne sur ce sujet. En tout cas, ce lundi après-midi, on n'avait pas entendu réagir sur ce sujet. Et c'est Bruno Retailleau qui est apparu en première ligne avec les risques que cela comporte, on le disait. On va reparler justement de François Bayrou en dernière partie, mais là on va revenir justement sur Emmanuel Macron. On reparle donc du président avec un sondage qui n'a pas dû faire plaisir à l'Élysée. 82% des Français estiment que le macronisme est un échec. Est-ce que c'est ce chiffre qui avait été anticipé ou en tous les cas qui explique cette petite phrase de la porte-parole du gouvernement qui avait fait tant couler d'encre, tant fait polémique, tant couler de salive également, notamment sur ce plateau? Mais ça veut dire qu'on peut être ministre clé du gouvernement et être un opposant au macronisme. La question, c'est pas être opposant au macronisme. Le macronisme probablement trouvera une fin dans les mois qui viennent, avec la fin du quinquennat, du deuxième quinquennat du président Macron. La question est de savoir comment on rebâtit la suite. Que Sophie Primas pense ça, qu'elle le souhaite, c'est tout à fait son droit. Le problème, c'est que quand on est porte-parole d'un gouvernement composite, qui allie des gens qui viennent du macronisme, qui se revendiquent macronistes, des républicains et d'autres, en fait, ça ne marche pas. Qui c'est qui se revendique du macronisme ? Pardonnez-moi, je termine. La porte-parole d'un gouvernement tel qu'il est constitué aujourd'hui ne peut pas dire ça. Quand on est porte-parole, moi je l'ai été, notre rôle, c'est plutôt d'essayer d'arriver à atténuer les divergences qu'il peut y avoir au sein du gouvernement. Qui c'est qui se revendique du macronisme ? Petite phrase cruelle de Robert Menard, formule dont il a le secret. Pascal Perrineau, ces résultats vous ont-ils d'abord étonné ? Non.
Non, non. Peut-être le fait que le macronisme soit en dessous de 20%, c'est ça qui m'a étonné. Parce que depuis des semaines et des semaines, quand vous mesurez la popularité du président de la République, c'est 20%. Là, on tombe à 17. Là, on tombe en effet encore en dessous, mais le pire est toujours possible, vous savez, en matière d'évolution de l'opinion publique. Et là, il faut reconnaître que l'on saisit le président de la République dans la deuxième moitié de son deuxième mandat. Vous savez, il y en a d'autres, quand on les saisissait à cette époque, qui étaient dans ces eaux-là. Je pense en particulier à François Hollande, qui était extrêmement impopulaire. Qui était qu'à son premier mandat. Voilà, et qui était qu'à son premier mandat. Donc là, c'est peut-être une performance. Mais si vous voulez, les gens rendent responsable d'abord le président de la dissolution. Je crois que là, les Français se disent, qu'ils soient de gauche, de droite ou d'ailleurs, là, il a fait fort tout de même. Il a fait fort parce que c'était déjà compliqué après les élections de 2022, et il a rendu les affaires encore beaucoup plus compliquées en disant qu'il voulait les simplifier. Donc là, les Français ne lui pardonnent pas, et tous les sondages sont terribles, parce que c'est le capitaine qui n'a pas vu venir l'iceberg. Et maintenant, tout le monde se retrouve devant l'iceberg. Donc il y a ça. Et puis, il y a certainement quelque chose, un jugement de plus long terme, où les Français se disent, tout de même, ce jeune homme qui arrive en 2017, plein d'ambition, qui nous, souvenez-vous son livre, qui nous promet la révolution, eh bien, il a déçu. Forcément, quand vous placez la barre aussi haut que celle de la révolution, vous ne pouvez que décevoir. Et il a déçu, en particulier, depuis son second mandat. Parce que le premier mandat avait fait l'objet plutôt d'impressions en demi-teinte. Et certains Français considéraient, même à droite, certains Français considéraient qu'il avait mis en place des réformes que la droite n'avait pas osé mettre en place. Donc, c'était en demi-teinte. Mais là, c'était en demi-teinte, mais je me souviens, dans une émission un peu comparable ici, enfin, c'était Boulevard Haussmann, puisqu'on n'édition pas ici encore une Provence au Figaro, mais vous me disiez déjà à l'époque que on était entre les gilets jaunes et le deuxième tour de la présidentielle, qu'il était déjà repoussoir. Oui, parce que c'est en effet devenu... On est dans une société française où la politique même est détestée, où les élus sont rejetés. Et quelque part, le président, du fait de sa visibilité jupitérienne, c'est lui qui l'a voulu, j'allais dire, c'est pas le Jupiter qui donne la foudre, c'est celui qui reçoit toutes les foudres des Français. Et les foudres sont extrêmement nombreuses. Des agriculteurs, aux jeunes au chômage, en passant par ceux qui font l'objet de licenciements dans les entreprises, en passant par les retraités qui s'inquiètent de l'effort qu'éventuellement on va leur demander dans le cadre de la préparation du prochain budget. Ça fait beaucoup de mécontents. Et quelque part, comme toujours, sous la Ve République, ça remonte en haut. Loris, autre point étonnant, c'est 63% des électeurs de Macron estiment que son bilan est négatif. C'est effectivement une difficulté majeure pour le président de la République. C'est lui qui avait théorisé l'idée d'inscrire son action dans le temps long en étant réélu, fait inédit, Premier président réélu hors cohabitation, d'inscrire son action dans un décennat. Et le risque pour lui, c'est qu'on lise rétrospectivement son action comme celle d'un quinquennat. On se souvient bien sûr de ces réformes libérales sur le plan économique du premier quinquennat. On l'a évoqué, réforme de la SNCF, réforme du Code du travail, notamment premier quinquennat percuté par l'épidémie de Covid. Et là, il est difficile, hormis la réforme des retraites, l'âge légal repoussé à 64 ans, de citer des réformes majeures de son second quinquennat. Pourquoi ? Parce que instabilité politique très forte du fait de la dissolution et ce mouvement qu'il faut aussi observer et analyser, qui est que là où il était le président de la République élu sur une sociologie électorale plutôt située au centre-gauche, il est là le président de la République soutenu, en tout cas en 2022, par un électorat qui a glissé petit à petit vers le centre-droit. Depuis 2019. Depuis 2019, pour être plus précis avec les européennes, en effet. Et il est le président de la République qui, du fait de sa décision de dissoudre et du fait de sa décision de ne pas nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire pour des raisons arithmétiques, il est celui sous lequel s'est formée cette coalition assez inédite entre son camp, le macroniste, et les Républicains à la droite.
Est-ce qu'on sait où on est le plus critique? Par exemple, je me souviens ici même, le soir du deuxième tour des élections législatives, Vitréard nous disait de toute façon, il n'y a pas le choix, le prochain Premier ministre sera issu du nouveau Front populaire. Et c'est Emmanuel Macron, finalement, a refusé cette perspective. Est-ce que c'est ça, jeune Tipsit, qui lui coûte le plus de soutien aujourd'hui? Je ne pense pas forcément, parce que le fait que le NFP soit arrivé en tête, en tout cas fait au nombre de sièges, ne peut pas se lire à travers une victoire de la gauche, puisqu'il y a eu beaucoup de désistements, il y a eu une logique fait de front républicain, tant pour des candidats de gauche que pour des candidats fait du bloc central. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu une envie de gauche, disons, dans le pays. Après, c'est vrai qu'il reste 2 ans d'ici à la prochaine présidentielle, d'ici à ce que les compteurs soient peut-être remis à zéro, et on se demande un petit peu comment Emmanuel Macron va tenir. Ce sera le prochain sujet, mais il y aura l'épreuve du budget fait en 2026, et on se demande déjà comment est-ce que le Premier ministre François Bayrou pourra éviter une censure. Julie, justement, avant de revenir sur la question du budget, en économie, certes, on a entendu les mesures économiques d'Emmanuel Macron, mais le bilan, objectivement, est contrasté. Alors peut-être à cause du Covid, d'ailleurs. Alors, c'est ce que ne manqueront pas de dire les macronistes qui resteront autour. Alors, je ne sais pas quel sera le candidat qui portera ce bilan en 2027, mais je pense qu'ils ne manqueront pas de dire. Ils ne manqueront pas de dire que si les promesses, parce que vous parliez de toutes ces promesses, économique, beaucoup. On se souvient du Mozart de la finance. En tout cas, moi, dans les commentaires de mes papiers, parce que je traite de questions de finances publiques, je vois beaucoup cette expression revenir de manière assez acerbe, en tout cas chez nos lecteurs. Et donc, il est arrivé... Vous devriez replonger dans les archives du Figaro, et en particulier du Figaro Entreprise, et vous verrez que le Mozart de la finance s'applique à beaucoup de personnes politiques, de personnalités politiques ou autres, ou issues parfois même du monde de la finance. Ça peut arriver. Et celui-ci, ce Mozart de la finance, là est devenu président. Et effectivement, on a eu un premier mandat, comme vous le disiez, moi je dirais contrasté. Il y a eu des victoires qu'il ne faut pas oublier, effectivement. Je pense au chômage, l'investissement étranger, qui était le fruit d'une politique économique qui était celle, tout simplement, qu'il avait promis de mener. C'est-à-dire, je pense à beaucoup de baisses d'impôts qui ont attiré beaucoup de capitaux étrangers, qui ont fait de l'investissement, de l'innovation, etc. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste au milieu du second mandat? Le chômage stagne, la croissance, on évite de peu les récessions depuis quelques trimestres. De même, les investissements étrangers, qui ne sont pas non plus l'alpha et l'oméga d'une politique économique, c'est quand même, on a atteint un plateau, et encore, je suis gentille. Et que vont retenir les électeurs, que va retenir l'opinion, que va retenir, je ne veux pas être grandiloquente, mais l'histoire, en tout cas du bilan d'Emmanuel Macron en général, et puis de sa politique économique, parce que pour moi, c'est extrêmement lié, puisqu'il s'était présenté comme celui qui allait faire entrer l'économie française dans une espèce, oui, voilà, de nouvelle ère, de modernité. Et là... qui va se souvenir, quand je me mets à la place d'un électeur, à l'heure où effectivement, et on va en parler en troisième partie, les décisions amères, les décisions budgétaires amères se profilent à l'horizon. Il faut faire des économies colossales. D'une manière ou d'une autre, tous les Français en pâtiront, parce que quand on doit faire 40 milliards d'économies, tous les Français, d'une manière ou d'une autre, seront lésés. Qui se souviendra au moment d'aller voter en 2027 au premier quinquennat, les macronistes ont réussi à supprimer la taxe d'habitation. Je pense pas grand monde. Avant même de savoir ce que retiendront les électeurs, il est intéressant de voir ce que retient un Édouard Philippe, par exemple, candidat déclaré à l'élection présidentielle. Lui, de cette présidence Macron, il retient les 3 premières années, celles où il était Premier ministre, puisqu'il a évidemment envie et intérêt de se différencier, de se distinguer d'un président impopulaire, mais il aime à rappeler qu'il a été son Premier ministre entre 2007 et 2020, et donc il cherche à associer son nom aux réformes libérales dont on parlait, à une période où, dit-il, l'apprentissage a été relancé, où les impôts, dit-il, ont baissé. Et en tout cas, un Édouard Philippe candidat cherchant à ne pas apparaître comme un héritier d'Emmanuel Macron retient, lui, les 3 premières années, notamment marquées par ces réformes-là.
Mais je voudrais aussi... Mais c'est pas lui qui gagne la bataille de l'héritage pour l'instant, en tout cas aux yeux de l'opinion. Non, et puis il n'a pas intérêt à la gagner. Mais je voudrais aussi revenir donc, sur le thème du sujet, sur la fin du macronisme. La question qui se posera en 2027, c'est est-ce que le macronisme n'était qu'une parenthèse dans l'histoire politique de la Ve République, c'est-à-dire cette logique de dépassement des clivages traditionnels, de l'opposition historique entre la droite et la gauche, ou si en 2027, ceux qui se présenteront dans le bloc central, puisque c'est là fait le cœur du sujet, ceux qui représenteront fait le bloc central continueront cette logique de rassembler les bonnes volontés venant de droite et de gauche, ou si ils s'inscriront dans l'ancien monde de la droite et de la gauche. Votre remarque est très intéressante parce qu'il y a une question qui est posée dans ce sondage sur le macronisme, est-il un courant de pensée? Et une majorité de Français, près de 60%, répondent non. Deux questions par rapport à ça. Est-ce que c'est juste? Et surtout, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû notamment au fameux « en même temps » qui est en train de se retourner? Alors, d'abord, le macronisme, c'est Macron. Il est au pouvoir depuis 2017 et il n'a pas réussi à créer un véritable macronisme. Regardez, vous prenez la France des régions, des départements, des grandes communes. Il n'y a pas de citadelle, de département, de régions importantes, véritablement tenues par des macronismes. Il y a des ralliés ici et là. Mais le macronisme n'a pas irrigué le pays. Le gaullisme, il était venu du haut, en 1958, mais ensuite, il s'était beaucoup enraciné dans la France profonde. Ça, c'est un premier échec. Deuxièmement... Est-ce que c'est même pas l'essence du macronisme, c'est le refus de s'enraciner? Bien sûr. Oui, mais si c'est ça, vous ne pouvez pas prétendre durer. Parce qu'une fois que Macron, ça y est, le deuxième mandat, on ne peut pas faire plus de 2 mandats, ben voilà, si Macron s'en va, le macronisme est terminé. C'est peut-être surtout à ça qu'on assiste. Réfléchissez que son principal héritier, Gabriel Attal, est dans un rapport extrêmement conflictuel au président de la République. Donc, il n'a pas d'héritier direct, là, pour l'instant. Mais est-ce qu'il en veut ? Peut-être pas, peut-être pas. Vous avez, je ne vais pas explorer faire de la psychologie des profondeurs d'Emmanuel Macron, mais en effet, quand vous êtes avant tout très attaché à vous-même, c'est difficile de s'attacher à un autre qui pourrait prolonger l'expérience. La difficulté, c'est que le mot macronisme est associé, vous le disiez, à une personnalité qui a vocation, du fait de la Constitution, à quitter le pouvoir en 2027. Mais le courant plus profond qu'il incarne, un certain centrisme, la démocratie chrétienne, elle peut-être subsistera alors à des niveaux qui restent encore à évaluer, mais en tout cas le dépassement des clivages qui a été longtemps théorisé avant Emmanuel Macron par un certain François Bayrou pourra continuer à exister sans François Bayrou nécessairement non plus, puisqu'il quittera un jour Matignon, mais en tout cas à perdurer. Certaines figures du camp Macron, Elisabeth Borne par exemple, s'est dit très attachée au dépassement gauche-droite. Donc il y aura pas forcément des macronistes revendiqués comme tels, mais en tout cas des personnalités qui revendiqueront la continuité d'un dépassement droite-gauche et du fait de travailler au-delà des clivages. Est-ce que, avant de passer justement à cette partie sur le budget, Julie, ce qui est pas de plus cruel pour Emmanuel Macron, c'est qu'il est un peu abandonné par ceux qui ont porté un petit peu la geste macronienne, qui ont été les décideurs économiques, les entrepreneurs, qui aujourd'hui, en tous les cas depuis la dissolution, sont extrêmement critiques à l'égard d'Emmanuel Macron. Alors ils sont extrêmement critiques, eux ils vous diront, et on peut tout à fait l'entendre, qu'ils ont des raisons d'être critiques. Encore une fois, je dressais comme ça assez rapidement le bilan économique d'Emmanuel Macron. Il y a une faute pour moi originelle dans la pensée économique, et effectivement ça a été très important parce que c'est de là que lui est venue sa force en 2017, c'est de se dire on va faire du libéralisme, mais on va faire la partie sucrée du libéralisme, on va baisser des impôts, et c'est très bien, ça peut marcher, c'est une pensée qui se défend complètement et qui a été très défendue au sein de son propre camp, au-delà parfois, et par les milieux économiques eux-mêmes, sans appliquer la partie amère du libéralisme, c'est-à-dire que quand on baisse les impôts, on baisse les recettes, et si on veut que ça tienne, c'est aussi simple que ça, il faut baisser les dépenses publiques. Et ça, dans sa pensée économique, visiblement, ça lui a échappé dès le début, je ne sais pas, ou en tout cas à un moment donné,
Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le Covid, il ne faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs crises, mais quand même, quand on a eu la majorité absolue pendant 5 ans, quand on a fait passer des budgets, c'est des choses que j'ai couvertes, assez facilement par 49.3, hein, ils ont pu inscrire à peu près ce qu'ils voulaient dans un budget, qu'on n'a pas fait les efforts pour équilibrer les comptes, et qu'on se retrouve à la fin du second mandat à devoir effectivement faire les efforts vite et mal, parce que les économies qu'on fait vite, c'est souvent des mauvaises économies, ou en tout cas ce sont les moins pires. On se retrouve en fait face, on paye l'addition tout simplement des choix économiques qui ont été faits tout au long du quinquennat. Et cette addition, c'est peut-être dans les sondages, mais c'est peut-être avoir un coût politique. Vous m'offrez une excellente transition. Merci beaucoup Julie, puisque c'est en une d'ailleurs du Figaro de ce mardi. C'est l'impossible, ou en tout cas la très difficile équation budgétaire pour le gouvernement et pour François Bayrou, budgéter sans se faire censurer, avec effectivement ce mantra et cette demande, on dirait même presque cette supplique qui avait été lancée par le Premier ministre au mois d'avril dernier. Notre conviction, celle qui justifie la réunion de ce matin, est que seule une prise de conscience de nos concitoyens, seule la confrontation les yeux ouverts avec la vérité de notre situation peut soutenir une action déterminée. Rien ne serait possible sans leur soutien. Alors rien ne sera possible sans le soutien des Français et sans les efforts. Ça, c'est ce que demande aussi le Premier ministre, avec des copies à rendre pour début juillet. Et sans attendre, le Rassemblement national a dit ce qu'ils en pensaient. Avant de demander de nouveaux efforts à tous les Français, il y a beaucoup de tabous sur lesquels M. Bayrou devrait exercer des mesures d'économie. Évidemment, le tabou de l'immigration, le millefeuille territorial, la multiplication des normes, notre contribution à l'Union européenne qui malheureusement va encore augmenter de 7 milliards l'année prochaine. Donc nous, on a beaucoup de mesures d'économie qui ne touchent pas inéquitablement tous les Français. Loris, John, est-ce que ce budget pourrait ressouder le nouveau Front populaire et susciter la censure? Loris. C'est un risque majeur pour François Bayrou, il le sait. Son pari à lui, pour éviter la censure, pour éviter qu'à nouveau que le mur des oppositions se dresse comme il s'était dressé face à Michel Barnier, c'est à nouveau d'arracher la bienveillance du Parti socialiste, ce qui lui a permis de faire adopter les budgets en début d'année, dans les conditions qu'on connaît, après une censure inédite depuis 1962. Et donc son pari, c'est de lancer des alertes à tout va. On l'a entendu le 15 avril lors de sa conférence de presse, cette mise en scène censée sonner l'avertissement général. On l'a vu également à travers sa proposition formulée d'organiser un référendum sur les finances publiques. Chacune de ces propositions sert un seul et même discours, c'est de préparer les esprits à une potion amère, à des choix difficiles. 40 milliards, c'est le montant à retenir qui est l'effort, il s'est mis en quête de cet effort de 40 milliards. Et il veut, si il fait l'objet d'une censure à l'automne, pouvoir dire « Regardez, j'ai averti très tôt, regardez, j'ai eu le courage de proposer des mesures, certes difficiles à avaler pour la population, mais nécessaires, et ce sont les oppositions qui n'en ont pas voulu. Voilà l'argumentaire qui est déjà prêt en cas de censure, et pour l'éviter, donc il va jusqu'au bout tenter d'arracher à nouveau la bienveillance du Parti socialiste, ce qui sera difficile puisque des mesures d'économie seront au menu de ce budget nécessairement, et les socialistes le refusent. Et Jeanne, justement, est-ce que cette question peut peser sur les élections internes au PS et favoriser Olivier Faure, qui était critiqué notamment par son challenger, Nicolas Meyer-Rossignol, pour son trop grand rapprochement avec les Insoumis? Ça peut peser, c'est vrai que... les élections sont jeudi, le deuxième tour. C'est vrai que Olivier Faure, depuis 2022, a, disons, théorisé, ou en tout cas acté, fait le rapprochement, fait du Parti socialiste avec la France insoumise, qui lui a été reproché en interne par des cadres, par des voix qui estimaient que le Parti socialiste, qui a été fait un grand parti de gouvernement pendant plusieurs décennies, se rangeait, se mettait sous la coupe... un supplétif des Insoumis. Tout à fait, se mettait sous la coupe de LFI et de Jean-Luc Mélenchon. La question qui va se poser là,
c'est donc que fait le Parti socialiste. On a vu que le Parti socialiste avait mêlé ses voix à celle du Rassemblement national lorsqu'il s'est agi de voter la censure contre Michel Barnier et de faire tomber le précédent gouvernement. Là, quelle stratégie va adopter le Parti socialiste? Est-ce qu'ils vont à nouveau se faire manger, se faire dévorer par la frange la plus dure de la coalition fait du nouveau Front populaire, ou est-ce que, à l'inverse, ils vont adopter une position de neutralité, une bienveillance en quelque sorte pour assurer à la France une certaine stabilité et qu'il y ait un budget, d'autant que plane sur le Parti socialiste la question des retraites, puisque le conclave est toujours en cours. Et on se rappelle que c'était grâce à cette promesse de conclave que le Parti socialiste n'avait pas voté la censure et que François Bayrou avait pu acheter, disons, cette bienveillance. Il n'y a toujours pas de fumée blanche au conclave. Hein. Pas que je sache. J'en serai informée, j'espère, dès que ça sortira. Mais parce que François Bayrou avait évoqué le mois de juin comme... effectivement, comme date butoir, mais on sait que... après, est-ce que c'était aussi la stratégie? Ça, encore une fois, moi non plus, je ne me plongerai pas dans la psychologie de François Bayrou, mais est-ce que c'était pas l'idée de lancer un conclave et de le faire doucement muter? Au départ, la question était simple, ou en tout cas était vite interprétée comme est-ce qu'on garde la réforme des retraites ou est-ce qu'on la supprime? On est parti très très loin, on a dérivé les partenaires sociaux, il y en a beaucoup qui ont claqué la porte, et puis la question aujourd'hui qui est posée, c'est comment financer la sécurité sociale? Alors on est sur quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus presque philosophique, en tout cas de la philosophie des finances publiques. Et on sait qu'il y a eu des propositions là, qui ont été relancées par François Bayrou lui-même, qui dit maintenant qu'on a ce conclave, on a cet objet, on peut lancer de grandes idées, comme par exemple la TVA sociale. La TVA sociale, je le rappelle rapidement pour ceux qui nous écoutent, c'est l'idée d'augmenter la TVA, la taxe qu'on paye à chaque fois qu'on achète quelque chose en magasin ou ailleurs. Et, qui a déjà été augmentée. Tout à fait, qui a été augmenté d'1 ou 2 points selon les propositions pour, d'une part, alors en tout cas c'est ce que les représentants du patronat aimeraient bien, baisser un petit peu les cotisations sociales qui, elles, ont vocation à financer la sécurité sociale, et d'autre part, donc, renflouer des caisses et des comptes publics qui sont à la dérive. Donc voilà, cet objet à dériver, qu'est-ce qui va en sortir? Bien malin qui pourrait le dire, je ne me risquerai pas à faire des pronostics, mais c'est vrai que, en tout cas, au moment du budget, ce sera difficile de refaire quelque part le coup aux socialistes, de dire vous vouliez la fin de la réforme des retraites, regardez, il y a toujours un conclave. Là, on a bien compris que ce n'était plus l'objet. Quelles sont aujourd'hui donc les autres pistes sur la table? Est-ce que par exemple la piste de la réforme de l'État, ce qui veut dire des coupes budgétaires, c'est-à-dire moins de subventions, est-ce que cette question-là est sur la table ou elle n'est évoquée que rhétoriquement? Alors, comme le dit et le répète toutes les sources officielles du gouvernement, je pense que c'est pareil pour vous quand vous posez des questions sur le budget, on vous dit tout est sur la table, c'est d'ailleurs l'expression consacrée. Et qu'en est-il vraiment? Et puis, on vous renvoie tout de suite après à cette date butoir, donc de avant le 14 juillet, donc début juillet, où François Bayrou a promis qu'il rendrait sa copie et qu'il détaillerait les mesures concrètes qui lui permettront de dégager 40 milliards d'économies. Attention avec ce mot économie, ou moi je préfère l'expression effort budgétaire, puisque les économies c'est quand on dépense moins, l'effort budgétaire c'est quand on dépense moins, mais c'est aussi quand on a plus de recettes. C'est vrai que par exemple avec une piste comme celle qu'il a lancée donc, dans le débat. Donc ce que vous êtes en train de dire, pardon Julie, c'est 40 milliards, ça pourrait être à la fois des économies budgétaires et de l'argent en plus, de l'effort en plus qu'on demande aux Français. De la recette, oui. Pascal, entre TVA sociale, réforme de l'État, c'est-à-dire donc on disait réduction des dépenses publiques, c'est-à-dire de subventions en moins, quelle serait la mesure la moins impopulaire? J'avais envie de dire quelles seraient les mesures nécessaires qui coûteront, qui seront les moins compliquées à passer. Elles sont toutes impopulaires parce que quand vous regardez les enquêtes d'opinion, les Français ont pris conscience, ça a été long, de ce grave problème de l'ampleur de la dette publique française.
Mais ensuite, sur les moyens, ils sont beaucoup plus timides, les Français. Et ils disent en général, écoutez, il faut faire des efforts, en effet. Il faut faire des efforts, mais c'est le voisin qui fera des efforts. Hein. Quand le Français en tant que tel, quel que soit son milieu, est concerné, là, il trouve que, bon, ça peut éventuellement attendre. Or, on se dit que ça ne peut plus attendre. Et le cap qu'a fixé le Premier ministre de 40 milliards n'est que le début d'un processus. Il ne faut pas croire qu'après 40 milliards, on va s'arrêter avec un lâche soulagement et que le problème de la dette publique sera réglé. Loin de là. Ça n'est que le début d'un processus qui sera long. Mais tous les moyens sont impopulaires. Simplement, ça, vous voyez, à chaque fois, les impôts, ben voilà, les retraités peuvent se dire, attention, si c'est nous qui sommes obligés de faire un effort, bon, voilà, nos retraites sont déjà relativement modestes, pourquoi pas taper plus sur les actifs. La TVA, on se dit, mais c'est très inégalitaire, ça, hein, 1 point ou 2 de TVA, que vous apparteniez à la France des modestes ou à la France des gens aisés, eh bien voilà, tout le monde, donc c'est un impôt qui est très inégalitaire et qui là risque de créer de la fronde un peu partout. Hein. À l'heure où on se parle, je vous demande une réponse courte, et je vous dis bien à l'heure où on se parle, parce qu'on a bien conscience qu'on n'est pas Madame Irma et que les choses peuvent changer. Mais à l'heure où on se parle, est-ce que vous pensez que Bayrou peut passer le mur des 40 milliards, Loris ? Qu'est-ce que vous appelez passer le mur des 40 milliards ? C'est-à-dire qu'il pourra faire voter un budget sans être censuré. Sans être censuré. Enfin, s'il peut faire voter le budget, il sera. Enfin, faire passer le budget sans être censuré. Je pense qu'il le peut à condition de négocier avec les socialistes sur le plan des retraites avec donc des améliorations de la réforme actuelle et on n'en a pas parlé, la proportionnelle. Il peut se servir de ce qui est pour lui une idée fixe puisqu'il en parle depuis des décennies pour négocier aussi avec ses partenaires sur ce sujet-là, donc en mettant dans la balance un certain nombre de sujets importants pour les oppositions. C'est la seule condition à mes yeux. Jeune. Mais le RN a de toute façon aussi prévenu parce qu'ils seront aussi un acteur important de ce moment-là. Et Sébastien Chenu l'a redit au grand jury hier, émission à laquelle participait Loris, que si le gouvernement envisageait de refaire du Barnier, c'est-à-dire envisager d'augmenter les impôts, François Bayrou aurait le même destin et donc au final serait renversé. Gilles. Pareil, je pense qu'il est possible pour François Bayrou de ne pas être censuré sur le budget à condition d'abandonner les 40 milliards. S'il garde cet objectif, ce cap qui pourtant, et je le dis en déplorant autant que je peux, est vital pour les finances publiques françaises, s'il y tient, parce que 40 milliards c'est colossal hein, pour la dépense publique, pour les finances publiques, s'il tient ce cap, je ne vois pas avec quelle monnaie d'échange il pourra convaincre et le RN et les socialistes, puisque c'est ça la question, de voter le budget. Rapidement. Oui, on connaît les talents de François Bayrou quand il s'agit de tenter d'élaborer un compromis avec le conclave. D'ailleurs, il a assez bien, hein, quand on regarde ça, il a assez bien joué, même s'il ne reste plus dans ce conclave beaucoup d'acteurs qui sont partis voir ailleurs et qu'il ne reste en effet que la CFDT et le patronat, en fait. Bon, voilà. Donc c'est important, mais c'est relativement mince par rapport à l'ambition initiale. Mais là, il va avoir du mal tout de même. Il va avoir du mal parce que les socialistes hésitent. Si la ligne Maillard-Rossignol l'emporte, je veux dire, là, il y a plus de souplesse. Si c'est la ligne Faure avec l'adjoint Vallaud, là, je crains que les socialistes reviennent vers une position dure et n'hésitent pas à nouveau de faire vis-à-vis de François Bayrou ce qu'ils ont fait vis-à-vis de Michel Barnier. Eh bien, on continuera à suivre ça. Il nous reste juste 5 minutes pour nous dire vos coups de cœur et vos coups de griffe. Donc rapidement, un coup de cœur, un coup de griffe. Loris. Alors, mon coup de cœur, un film que j'ai vu hier qui s'appelle Partir un jour avec Juliette Armanet, chanteuse, actrice, et l'acteur Bastien Bouillon. C'est un film karaoké qui fait du bien, qui n'est peut-être pas le film de l'année, mais en tout cas qui nous fait vivre une aventure en chanson avec plusieurs scènes
marquante, voire bouleversante, et donc je vous le recommande. Et c'est au cinéma, un coup de griffe. Et mon coup de griffe, c'est la posture des députés de François Bayrou ce lundi à l'Assemblée nationale. Ils ont refusé de prendre part au débat sur la question de l'affaire Dreyfus, puisque promu au grade de général par une loi. Les veulent, à titre symbolique, élever le capitaine Dreyfus au grade de général, et les troupes de François Bayrou ont refusé de prendre part au vote pour ne pas donner un brevet d'honorabilité au Rassemblement national et à la France insoumise qui devrait soutenir cette proposition. Et donc je trouve dommage de refuser de prendre part à ce vote sur une affaire qui a marqué la France de la fin du 19e et du début du 20e. Et vous pouvez trouver sur le Figaro la réaction de Charles Chisenstuhl, qui est le rapporteur justement de ce projet de loi, qui était l'invité tout à l'heure dans Point de vue. John, coup de cœur, coup de griffe. Mon coup de griffe, moi. Commencez par votre coup de griffe. Coup de griffe. C'est le silence depuis quelques jours de la direction des écologistes et notamment de Marine Tondelier par rapport à un dérapage antisémite de l'une de ces élues parisiennes du 20e qui s'appelle Lila Djellali et qui a voulu citer la célèbre phrase du général de Gaulle après la guerre des 6 jours. Mais dans le contexte actuel, elle l'a tourné un peu à sa sauce et elle a dit, je ne veux pas écorcher sa citation, « Le jour où on rassemblera au même endroit les Juifs, nous avons peur aujourd'hui qu'ils puissent devenir des dominateurs, qu'ils fassent l'impensable. » Donc forcément, ça a fait beaucoup réagir. Le chef de file des écologistes lui a proposé une formation contre l'antisémitisme, mais Marine Tondelier, elle, n'a toujours pas réagi. Et mon coup de cœur... Et il y a un article, vous avez consacré un article sur le sujet. Absolument. Votre coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est concernant l'émission qui a été diffusée hier sur M6, Une ambition intime, et qui a été beaucoup critiquée parce qu'elle elle fait passer le personnel et l'émotion avant tout débat d'idées. Mais je pense que ça intéresse certaines personnes qui sont un petit peu éloignées de la politique. Julie. Justement, moi j'ai le même coup de cœur, parce que nous avons regardé visiblement la même émission hier soir, John. Et moi, ce qui m'a frappé, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse, c'est que je l'ai vu avec des personnes passionnées de politique et des personnes qui n'étaient pas passionnées de politique. Et j'ai vu à quel point le format passionnait des gens plus éloignés de la politique. Et donc, voilà, malgré les mauvaises audiences, malgré, pour ceux qui s'y connaissent beaucoup, les manquements de ce format-là, moi je suis toujours enthousiasmée par les initiatives qui visent à amener la politique, vulgariser la politique, intéresser à la politique des publics qui en sont plus éloignés. Et votre coup de griffe? Et mon coup de griffe, il sera très rapide puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et c'est l'attitude du géant Shein, la plateforme, qui est à l'offensive, fait un lobbying de tous les diables pour détricoter tant qu'elle le peut, la loi anti-ultra fast fashion qui poursuit en ce moment son parcours parlementaire. Et donc, je ne développerai pas plus, mais je vous conseillerais quand même, dans les pages du Figaro de lundi, la page de mes collègues Manon Malher et Mathilde Vizerias, qui ont fait une enquête là-dessus, et je vous conseille de la lire. Passionnante enquête, justement, dans l'édition papier de ce lundi du Figaro, et à retrouver également sur le site du Figaro. Pascal, votre coup de cœur, votre coup de griffe, il vous reste moins de 2 minutes. Mon coup de griffe, c'est vis-à-vis des députés et les filles qui n'ont pas voulu voir les barbares ou les voyous à l'œuvre dans la rue. Et quelque part, cette irresponsabilité de leur part nourrit et ne cesse de nourrir la violence. Le voyou se sent quelque part quelqu'un qui fait œuvre utile quand on les écoute. Ça, c'est mon coup de griffe. Mon coup de cœur, pour aller dans votre sens, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un sentiment d'impunité, en tous les cas, qui se développe, en tous les cas, qui a été remarqué par les policiers, qui est l'un des points saillants de ces dernières nuits. C'est ce que va raconter le Figaro, justement, dans les prochaines heures. Ce sont les policiers qui sont désignés du doigt. Vous rappelez tout de même qu'un policier est en coma artificiel. Et ces jeunes qui cassent et donnent éventuellement des coups de couteau, il y a eu un mort d'un coup de couteau à Dax, si ma mémoire est bonne, sont considérés comme des anges. Donc attention, je veux dire, attention à cette irresponsabilité. Mon coup de cœur, c'est le président du Sénat, homme de raison et d'équilibre, Gérard Larcher, qui a précisé il y a une semaine, attention
à cet amalgame fait maintenant à peu près tous les jours entre Israël et la politique du gouvernement Netanyahou et de certains de ses ministres extrémistes. Et on confond les deux. On dit au fond Israël et le gouvernement Netanyahou, c'est la même chose. Non, c'est un gouvernement d'Israël qui passera, et qui sera peut-être d'ailleurs ensuite qui aura de nombreux ennuis judiciaires. Et c'est le meilleur moyen de nourrir l'antisémitisme qui a fait tout de même un retour gigantesque. Merci beaucoup, merci de nous avoir parlé de politique et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous en avons eu à vous en parler. C'était en tout cas notre ambition intime. Vous retrouverez Yves Tréhard la semaine prochaine.